Salut, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Baptiste et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma passion dans la vie, c'est la musique et surtout la musique jazz, et aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo sur pourquoi et comment écouter du jazz en 2024. Comment définir cette problématique. J'ai envie de te dire qu'en fait le jazz aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment quoi écouter, et c'est tellement une jungle fantaisiste et remplie d'artistes talentueux qu'on ne sait pas trop vers quoi aller et quels albums constituent aujourd'hui le jazz. Donc je ne parlerai pas dans cette vidéo de jazz contemporain, même s'il y a des excellents artistes qui continuent de tourner. Je pense notamment à Avishai Cohen, qui est un artiste que j'aime beaucoup, Honora Jones, Diana Krall, et il y en a tellement, Samara Joy par exemple. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jazz plus ancien, de l'âge d'or du jazz, qu'on peut qualifier entre les années 50 et 60, là où le bebop a régné en maître et où les labels comme Verve ou Blue Note ont vraiment explosé. Et je t'ai fait une petite sélection de 10 albums de ma collection qui vont te permettre d'y voir un petit peu plus clair et surtout de découvrir un jazz peut-être différent de celui que tu connais, parce que le jazz ne se résume pas aujourd'hui qu'à une musique d'ascenseur. Ce serait vraiment se tromper que de dire ça. Comme beaucoup de musique, il faut aller plus loin que les a priori qu'on en a de base. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer déjà pourquoi écouter du jazz en 2024. Écouter du jazz, c'est pas une démarche facile, parce que c'est une musique qui requiert de l'attention, c'est une musique qui requiert du temps, et surtout, tout est un peu lié dans le jazz. Moi, ce que j'aime, c'est que en fait, ça marche beaucoup par groupe, par quartet, quintet, trio, et tu vas par exemple retrouver des musiciens qui ont fait des albums en tant que leader dans le groupe d'un autre musicien que t'aimes, et ça te permet en fait de faire une genre de frise du jazz où un tel a joué avec un tel, etc. C'était un milieu forcément très masculin à l'époque, dans les années 50, où l'inspiration régnait en maître, comme la drogue, comme la ségrégation, parce qu'il y avait beaucoup forcément de jazzmen qui étaient des hommes de couleur noire. Et donc il y avait énormément de choses à raconter dans le jazz, et ça passait toujours par l'instrument. C'est aussi pour ça que pour moi le jazz continue de perdurer dans le temps, même si ma génération en écoute moins. Et je pense que le message du jazz a toujours été universel. À chaque fois qu'un artiste monte sur scène, c'est vraiment l'émotion qui prime. Et moi, il y a certains artistes où j'ai l'impression de ressentir avec eux ce qu'ils peuvent vivre en écoutant leurs albums. Et ça va être le cas du premier artiste que je te présente dans cette vidéo. Donc je t'ai sélectionné 10 albums. Ça va faire à peu près 5 ans que j'écoute du jazz de manière assidue. Et l'artiste qui a vraiment changé mon approche du jazz et qui m'a donné envie d'aller plus loin, c'est vraiment Chet Baker. Chet Baker, on a prévu de te faire une vidéo sur sa vie. Tellement c'est un artiste moi qui me passionne, mais surtout tellement il y a de choses à dire. C'est un mec qui dans les années 50 est arrivé dans le milieu du jazz qui était dominé par les musiciens noirs. Lui c'était le jeune musicien blanc un peu à la James Dean qui a fait que de grimper. Il avait une voix merveilleuse, il sortait du lot en fait. Le mec a l'oreille absolue, il sort de la campagne américaine, en même temps il arrive, il joue comme un dieu. Il va vraiment représenter le jazz de la côte californienne. Et ça va être le beau gosse qui fait que de monter en flèche. Qui va être repéré par Charlie Parker, ça va lui donner accès à une médiatisation folle, et il va enregistrer ce premier album, Chet Baker Sings, en 1955. Ce qui est intéressant dans la carrière de Chet Baker, c'est que le succès ne va pas du tout lui coller à la peau, et qu'il aura beaucoup de traumatismes, notamment liés à la drogue, des dettes un peu partout dans le monde, et surtout qu'il se fera casser la gueule au beau milieu de sa vie, se fera péter la mâchoire et ne pourra plus jamais jouer comme avant. C'est en ça que les premiers albums de sa carrière sont assez précieux, parce qu'on l'entend chanter, chose qu'il fera de moins en moins, et surtout qu'on peut comparer le jeu du début de carrière de Chet Baker, qui est mort en 88, et le jeu de sa fin de carrière. Cet album, c'est l'apogée pour moi du jazz romantique. Ça va être beaucoup de standards du jazz, notamment le thème créé par Chet Baker, My Funny Valentine, qui est une véritable merveille. Des morceaux, par exemple My Ideal, c'est un morceau magnifique. Et Lettre d'amour sur Lettre d'amour, avec une voix magnifique de Chet Baker, des solos de trompette de folie, et puis une session rythmique de malade mental, notamment tu as Russ Freeman au piano, qui est un très bel artiste. Et pour moi, cet album, c'est la porte d'entrée vers le jazz. Si tu veux te mettre au jazz, je te conseille d'écouter en entier Chet Baker Sing, ses mélodies, l'émotion qui en ressort. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. En tout cas, il n'y en a pas eu, et dès que j'ai commencé à écouter Chet Baker, j'ai pas pu m'arrêter. Ma première vraie expérience de jazz, et je t'invite évidemment à écouter cet album en entier. On enchaîne avec l'album de jazz le plus réputé de tous les temps, Kind of Blue de Miles Davis. Cet album-là, je ne sais même pas si j'ai besoin de le représenter,
C'est un album qui a changé le jazz de tout jamais, qui l'a fait entrer dans une autre dimension, notamment en termes de médiatisation. Et surtout, ce qui est fou dans cet album, déjà c'est un des premiers albums de jazz modal, donc qui sort de la grille d'accords, qui est complètement, en fait, qui révolutionne le jazz par son approche musicale, mais aussi par les solos et la liberté qu'il donne à ses musiciens. Miles Davis, en fait, il vient de cartonner avec Ascenseur pour l'échafaud, une bande originale d'un film de Louis Malle, et il va proposer cet album et s'entourer en fait des Avengers de l'époque. Julian Adderley, donc Cannonball Adderley au saxophone, John Coltrane, l'un des plus grands saxophonistes en ténor, Bill Evans au piano, pareil, un pianiste merveilleux, j'aurai l'occasion de t'en reparler sur cette chaîne. James Cobb à la batterie, enfin en fait tous les mecs à leur poste dans ce groupe sont exceptionnels. Et c'est pour ça que cet album, il a vraiment marqué toute une génération d'auditeurs de jazz. Miles Davis, il a été élevé à l'école Charlie Parker d'Izzy Gillespie, donc c'était vraiment ses héros, les mecs qui ont initié le bebop dans le monde du jazz. Et cet album, il est tellement mélancolique, mais en même temps, il commence vraiment à s'intéresser aussi au jazz un peu plus latin, avec notamment Flamenco Sketches. Ce qu'il faut savoir, c'est que Miles Davis, plus tard, il sortira un album qui s'appelle Miles Davis in Spain, où ce sera un album où quasiment la guitare joue le rôle d'un chanteur de flamenco. Enfin, tu vois, c'est vraiment un mec qui a touché à tout, Miles Davis, et ça, on peut pas lui enlever. C'est juste une ambiance extraordinaire que cet album. Donc, si t'as jamais écouté Kind of Blue de Miles Davis, qu'est-ce que tu attends? Autre porte d'entrée pour le jazz, ça va être cette formation d'Art Blakey avec ses Jazz Messengers. Cet album-là, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vas forcément connaître des thèmes qu'il y a dans cet album, tellement ils ont dépassé la frontière du jazz, notamment le thème principal qui s'appelle Morning. Tu vas voir, si je te mets les premières notes, je pense que tu as déjà entendu ça dans sa vie. Écoute. Et en fait, ce qui est fou avec cet album, c'est que c'était un groupe, c'était un quintet, hein, le quintet d'Art Blakey, donc un quartet plus Blakey, où il y avait des musiciens d'exception, notamment le trompettiste qui s'appelait Lee Morgan et qui était l'un des meilleurs joueurs de bebop de l'époque. Ça va plus se rapprocher du hard bop et d'un jazz très cadencé, mais en fait, si tu refuses d'entrer dans le jazz par le cool jazz, donc le jazz un peu plus lent de Miles Davis, de Chet Baker, etc., ça peut peut-être plus te convenir parce que c'est plus rythmé, parce que c'est un jazz qui envoie tout simplement. C'est la formation la plus reconnue quasiment de l'histoire du jazz. Donc cet album-là, Art Blakey and the Jazz Messenger, à écouter évidemment. En début de vidéo, je te parlais des liens qui se font entre les différents jazzmen, et je crois que cet album-là en est la représentation parfaite. Julian Adderley, donc Cannonball Adderley, il était dans l'album Kind of Blue dont je t'ai parlé juste avant, et il était du coup le saxophoniste alto. Et en fait, Miles Davis lui a laissé la tête d'affiche sur cet album-là, donc chez Blue Note, qui est le label roi du jazz indépendant et du très bon jazz. Et du coup, lui a offert, entre guillemets, la couverture médiatique de cet album et la postérité également. Et cet album, Something Else, donc, où tu retrouves Hank Jones au piano, Sam Jones à la basse et du coup Art Blakey, dont on a parlé juste avant, à la batterie. Ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il reprend les grands thèmes du jazz. Donc en fait, ce qui est sympa dans le jazz, c'est que tu peux faire une connexion et retrouver des morceaux qui ont plein de versions différentes. Et il y a des standards comme typiquement My Funny Valentine, Round About Midnight, etc., qui vont être repris des centaines de fois, mais par des artistes différents. Dans cet album, il y a Autumn Leaves, une reprise des Feuilles mortes de Prévert. La meilleure reprise de jazz, elle est dans cet album-là. Tu vas voir, c'est complètement déroutant et magnifique, et en même temps plein de romantisme. Il y a Love for Sale, il y a Something Else, enfin vraiment beaucoup de standards dans cet album. Ça n'a pas pris une ride, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, c'est que je trouve que ça passe tellement bien, c'est du jazz accessible sans être du jazz facile et commercial, ça s'écoute trop bien. Et Cannonball Adderley, excellent saxophoniste, et je te conseille, si tu veux aller un petit peu plus loin, il a un album avec le pianiste Bill Evans, qui est exceptionnel aussi, donc Something Else de Cannonball Adderley, c'est parti. Numéro 6 à présent, comment ne pas te parler de Duke Ellington et de John Coltrane. John Coltrane, j'ai mis 2 albums à lui dans ce top, tu verras juste après lequel j'ai choisi pour continuer. Mais Duke Ellington, ça a vraiment été des mecs avec Count Basie et Oscar Peterson qui ont révolutionné le piano dans le jazz avant que le bebop existe. Ellington, c'était un pianiste qui jouait en big band, qui se produisait en fait avec des orchestres symphoniques et des sections rythmiques énormes autour de lui.
et qui jouait dans les clubs et qui a été un des premiers artistes noirs à voyager dans toutes les États-Unis pour promouvoir sa musique. Ça a été un peu, lui on le surnommait le Duke, donc du Duke Ellington, parce que c'était une stature extraordinaire et que tout le monde le respectait. Puis surtout, il a insufflé un souffle tellement important au jazz qu'on ne peut pas passer à côté de l'influence de Duke Ellington qui a influencé tous les pianistes, même encore aujourd'hui. John Coltrane, quant à lui, c'est un joueur de saxophone ténor. Lui, il a tout expérimenté dans sa vie. En fait, il y a un album où il reprend My Favorite Things du film My Fair Lady, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, il a fait des thèmes, en fait, des ballades au saxo qui sont extraordinaires. Après, il est parti un peu plus dans le free jazz, etc. Mais je trouve qu'en fait, la dualité entre les deux, parce que dans un album de jazz en duo, il y a toujours forcément une genre de bataille, même si elle est pacifiste et inconsciente, même si parfois, je pense notamment à un album avec Duke Ellington également, Max Roach et Charles Mingus qui s'appelle Money Jungle. Les trois vont vraiment se tirer la bourre pendant tout l'album et régler leur compte à beaucoup d'instruments. Mais en fait, je trouve que dans cette bataille-là entre les deux musiciens, va y avoir une osmose qui se crée qui est complètement parfaite, un choc des générations, et le résultat va être tout bonnement merveilleux. Et le thème qui donne son nom à l'album, In a Sentimental Mood, est pareil, l'une des portes d'entrée du jazz, et un morceau complètement magnifique qui n'est pas parlé, où tu as l'impression que les instruments chantent en fait. Et c'est peut-être ça la force du jazz, c'est de faire chanter les instruments. Donc tu avais notamment Jimmy Garrison à la basse, super bassiste sur cet album. Donc je te conseille évidemment d'écouter Duke Ellington et John Coltrane, un des classiques du jazz. Quiet Kenny de Kenny Dorham, c'est un album que je peux te recommander si tu as aimé le cool jazz de Chet Baker que je t'ai fait écouter en début de vidéo. C'est un album pour approfondir le jazz, parce que lui n'est pas forcément connu. Il y a même beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler de ce mec. Pourtant, c'était l'un des grands sidemen de Charlie Parker notamment. C'est un mec qui est mort très jeune et qui n'a pas eu forcément toute la gloire sur lui de son vivant, mais cet album-là, c'est un album qui est vraiment sensible et d'une douceur absolue. Il y a une reprise notamment de la chanson My Ideal qui est magnifique, ou du thème Alone Together. Faut foncer, c'est tout bonnement magnifique. Il faut aussi parler de ceux qui n'ont pas forcément prospéré dans l'histoire au niveau du nom. Et parce qu'aujourd'hui, quand on parle de jazz, on pense tout de suite à Coltrane, à Davis, à Chet Baker. Mais il y a des artistes comme ça qui mériteraient d'être aussi connus qu'eux, tant les compositions ont été excellentes et en très peu d'années. Ça va être notamment aussi le cas de McCoy Tyner ou de Lee Morgan, même si McCoy Tyner a vécu bien plus longtemps, mais c'est des artistes c'est un peu des seconds rôles au cinéma, tu vois. C'est un peu comme Harvey Keitel, par exemple, au cinéma. C'est des mecs qui prennent pas forcément la lumière, mais qui auraient beaucoup plus mérité de l'avoir sur eux. Quiet Kenny, évidemment, très très bon album de jazz. Un autre album que je trouve parfait pour se mettre au jazz, ça va être cet album qui s'appelle Ballads, du quartet de John Coltrane. Et si je te parle de cet album, c'est parce que je trouve qu'il faut aussi parler d'un pianiste qui s'appelle McCoy Tyner, qui est décédé il y a quelques années et qui a fait une carrière complètement fulgurante et majestueuse, et que le gars, en fait, pour moi, c'est vraiment le pianiste de jazz par excellence. C'est-à-dire que le mec, tu le remarques pas, mais il sert toujours le jeu des autres, et il a une rigueur, un toucher, et qui est d'une sensibilité folle, mais en même temps qui ne prend jamais le dessus. C'est vraiment un piano qui accompagne, qui est capable de fulgurance, mais qui est en fait là comme un ami. Et je trouve que cet album, et même si on l'attribue évidemment à Coltrane, qui était une rosta folle à l'époque, et je t'invite à lire des livres sur Coltrane pour comprendre l'influence qu'il a eue sur le monde du jazz, et je trouve qu'il faut aussi parler de McCoy Tyner, et que cet album est un de ceux qui le montrent le mieux. Il y a des petits reflets, mais voilà. John Coltrane, Ballads, superbe album également. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, il y a quelques albums un peu plus récents qui sont sortis, qui peuvent te permettre de te mettre au jazz si tu as vraiment une aversion pour les jazz bands que je t'ai présentés, qui sont vraiment condensés sur une période années 50. Peut-être que tu n'aimeras pas, mais aujourd'hui, il y a du très bon jazz, et notamment en termes de musique de film. À l'époque, tu avais des mecs comme Philippe Sard, Francis Lay, qui utilisaient le jazz et qui le faisaient bien. Comment ne pas parler de Michel Legrand également.
Et aujourd'hui, bah, tu as des gars qui maîtrisent ça complètement, notamment Justin Hurwitz et la BO de La La Land. Donc là, je t'ai sorti le vinyle symphonique, donc de la bande originale pure et dure, et pas de la bande originale du film, avec les chansons, etc., de John Legend et l'interprétation de Ryan Gosling, même si elle est super et que je l'adore, bah, des thèmes, donc City of Stars, Mia and Sebastian thème. Là, ça va vraiment être la bande son et la bande sonore du coup du film La La Land. Et ça peut vraiment bah, te permettre de te familiariser avec un jazz très doux, très romanesque et romantique. Parce que bah, quand tu connais l'histoire du film, la bande son est forcément très douce et accompagne nos deux héros. Ça peut être une vraie belle surprise d'écouter cet album en entier. Je te conseille d'écouter plus de BO hors film, parce que des fois on se fait vraiment resurprendre par la BO et on comprend pourquoi on a autant aimé le film. Donc là, La La Land, la BO, à ajouter également. Si vraiment tout ce que je t'ai dit n'a pas suffi, je te conseille cette fois un album qui est sorti chez Blue Note il n'y a pas si longtemps que ça, de Madlib, qui est l'un des grands producteurs, compositeurs, rappeurs des années 2000-2010, on va dire, underground américain. Donc si tu aimes MF Doom, etc., tu connais forcément Madlib. Tant il a fait pour le rap aux États-Unis. En fait, on lui avait ouvert le catalogue de Blue Note, donc avec beaucoup de thèmes de jazz lui, il est toujours dans le sample, en fait dans la réinterprétation des morceaux, dans la redynamisation, etc. Et ça permet en fait de concilier le rap et le jazz. Il y a certains albums qui l'ont très bien fait. Il y a un album d'Akhenaton, dedans il y a un titre qui s'appelle Pas essai et Intro, où en fait la fin termine sur un monologue de rap avec une trompette en fond, et je trouve ça complètement sublime, et je pense que les deux peuvent s'accompagner. Quand on voit le documentaire de DJ Mehdi qui est ressorti récemment, on voit que le mec diguait dans la funk, dans la soul, mais aussi dans le jazz, et en fait les genres musicaux ne sont jamais ennemis selon moi. Et donc Shades of Blue de Madlib, ça peut te permettre de faire des liens entre deux univers, un que tu maîtrises, parce que je sais qu'on est une génération qui écoute beaucoup de rap, et un que tu ne maîtrises pas, et ça peut être vraiment une bonne approche pour te mettre au jazz également. Donc Madlib, Shades of Blue. Voilà, j'en ai fini. C'était ma première vidéo en face caméra format long sur YouTube. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et ne m'en veux pas, parce qu'en fait c'est un exercice super compliqué quand on n'est pas habitué de parler de disques face caméra. Je peux te conseiller également cet album-là, Lady Gaga, Tony Bennett, qui est un album peut-être un peu plus simple, un peu plus commercial et accessible, mais on va pas enlever à Tony Bennett l'énorme crooner qu'il était, et il a été en concurrence et en amitié avec Frank Sinatra toute sa vie. Et dans cet album-là, il chante avec Lady Gaga, c'est un album de réinterprétation des standards de jazz, et ça passe super bien, on l'approche de Noël en plus, ça peut être parfait. Mais voilà, je t'ai fait ce qui pour moi était vraiment un petit panorama du jazz accessible, en tout cas pour moi, du jazz qui m'a parlé très vite. Il y a beaucoup de mecs que j'ai dû laisser sur le côté, notamment Lee Morgan, le trompettiste, Louis Armstrong, forcément un autre trompettiste d'exception, Dexter Gordon au saxo, et beaucoup d'autres artistes. J'aurais pu te parler de Stan Getz que j'aime beaucoup, Max Roach à la batterie, enfin, il y a Wayne Shorter, il y a plein de monde que j'ai... Enfin, j'ai pas pu parler de tout le monde, peut-être que je te ferai un épisode 2. Si le format t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Sois conciliant, sois respectueux dans les commentaires, toujours. On est là pour créer un monde de débat et un espace sain. C'est tout ce que je demande sur la chaîne, et n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, c'est Bad Disc. Prochaine vidéo très bientôt, et je te dis merci beaucoup. Salut!